Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Faye, a été réalisée le 13 juillet 2021. Après notre discussion d'hier, j'ai pu me libérer de beaucoup de choses. Je me suis senti plus léger, et aujourd'hui j'ai dormi d'une traite. Tu te libères de ces histoires émotionnelles qui pèsent en toi et de ce que tu en projettes dans l'avenir. Oui, tu sais ce que j'ai réalisé? Quoi? Que j'aime souffrir. Je trouve du plaisir dans la souffrance. Mon cerveau trouve ça presque excitant. Intéressant. Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'êtres humains. Hier, j'ai regardé une série, une histoire d'amour fictive, mais qui reflète beaucoup d'histoires d'amour de la vie réelle, avec leurs conflits. Je me suis rendu compte que j'adore ces moments romantiques et magnifiques où tout se passe à la perfection, mais je me suis aussi rendu compte que je ne peux pas les trouver réels ou romantiques s'il n'y a pas de secret et de mystère dedans. En gros, l'histoire racontait celle de deux garçons issus de milieux sociaux très différents. L'un découvre qu'il est gay, l'autre le savait déjà, mais ils doivent rester dans l'ombre pour que personne ne le sache, car c'était en quelque sorte interdit. Autrement dit, les garçons et les filles avaient leur vie amoureuse normale, passionnante, mais prévisible, rien à cacher. En revanche, quand il s'agissait d'eux, tout était plus intense. Justement à cause de la tension de l'environnement. Oui, c'était comme si l'interdit était bien plus excitant. Et puis, dans cet interdit, il y a beaucoup de problèmes, de conflits qui poussent les deux à se sentir mal, à s'éloigner, à se disputer avec des forces extérieures qui veulent les séparer. Et j'ai réalisé que plus il y a de tension, plus je prends de plaisir à cette histoire d'amour. Et j'ai pu constater rétrospectivement que les personnes dont je suis le plus tombé amoureux dans ma vie étaient entourées d'un voile de souffrance et d'interdit, ce qui me poussait à les aimer encore davantage. Et je suis sûre que cela ne m'arrive pas qu'à moi. Si ce n'était pas le cas, la plupart des histoires d'amour ne comporteraient pas ce genre de conflit. Et il n'y aurait pas de séries, de livres et de films qui remplissent nos vies de ces contenus. C'est nous qui réclamons ce genre d'histoire, et même si nous savons que nous pourrions regarder autre chose, nous choisissons celle-ci, qui nous laisse un goût doux amer, mêlant angoisse et amour. Ah, Alors, pourquoi si nous demandons consciemment à être heureux, la souffrance nous procure-t-elle inconsciemment du plaisir? bonne remarque. L'autre jour, je t'ai expliqué que les capteurs du cerveau qui reçoivent les signaux externes sont les mêmes pour identifier le plaisir que la douleur. Et cela s'explique par le fait que les deux sont les extrêmes d'une même échelle. Si l'on parlait de musique, on pourrait interpréter cela ainsi. Les octaves les plus graves procurent du plaisir et les plus aigus de la douleur. Mais ce sont les mêmes notes dans le même ordre. Les unes, comme les autres, provoquent un effondrement nerveux général, au cours duquel tous les nerfs réagissent en se tendant. Et cela est lié au processus hormonal. N'oublie pas que chaque émotion que tu ressens est une réaction chimique au niveau de tes cellules et de tes nerfs. Lorsque tu effectues une action impliquant une activité intense, les glandes surrénales sécrètent de l'adrénaline, inondant la circulation sanguine de ce cocktail chimique qui pousse le corps à se contracter afin que les muscles réagissent à l'environnement. Cela se produit aussi bien lorsque tu as peur et que tu dois courir de toute urgence que lorsque tu as des rapports sexuels. Le corps se met à l'état d'alerte car il effectue une activité qui n'est ni habituelle ni quotidienne.
Le mélange d'hormones provoque une dilatation accrue du cœur, afin que le sang circule plus rapidement, ce qui modifie le rythme cardiaque et stimule le mouvement et l'action en augmentant la température des muscles. Une suroxygénation place le cerveau en état d'alerte maximale face à tout ce qu'il peut percevoir et les sens s'aiguisent. Tout cela est lié aussi bien au moment où il faut échapper à un prédateur qu'à la vigilance nécessaire pour trouver un partenaire de reproduction. Dans les deux cas, après cette activité intense, la sérotonine est sécrétée pour apaiser le corps, contrôler l'activité et provoquer la relaxation. Chez les mammifères, l'endorphine est également sécrétée, ce qui renforce le lien avec l'autre. Ce regard frivole, si l'on veut, est à l'origine de l'amour entre les personnes, car les individus, sous l'effet de cette hormone, ressentent calme et plaisir rien qu'en présence de l'autre, ce qui renforce les groupes qui, grâce à l'amour et à l'estime, restent unis. Ainsi, la réaction de reproduction est la plus puissante lorsqu'on ressent de l'amour que lorsque l'on n'en ressent pas. Très frivole, oui, mais je comprends. Bon, alors, comme tu l'as vu, le corps est très simple en ce sens. Le problème commence lorsque nous y ajoutons l'esprit, la culture, la tradition, les attentes. Lorsque nous imaginons des choses qui n'arrivent pas au corps, lorsque nous imposons des limites mentales telles que l'interdiction. Dans la nature, rien n'est interdit. L'interdit n'est qu'un fardeau reçu d'avance, imposé par quelque chose qui m'empêche de bouger, d'agir. Il vient de pro, devant, au-delà, et de aberrer, avoir, retenir. C'est-à-dire avoir ou retenir quelque chose au-delà de ce qui est possible. En un mot, se retenir. Cette idée est née avec la morale, mais la biologie ne la comprend pas. Pour la biologie, tout est presque binaire, fuir ou affronter, rester ou partir, attaquer ou s'enfuir. Dans cette vision simpliste, la nature nous prépare à être victime ou bourreau, à être proie ou prédateur. C'est pourquoi, pendant des millions d'années, notre corps s'est programmé pour ressentir du plaisir ou de la douleur, selon que les circonstances l'exigent. Or, lorsque l'interdiction apparaît en tant que concept moral et non biologique, le cerveau interprète l'interdit comme une menace, comme quelque chose qui peut me dévorer, faire de moi une victime. Mais la morale interdit des choses qui, pour la biologie, sont normales, comme le sexe sous différentes formes, entre autres. C'est pourquoi le cerveau ne comprend pas ce qu'il doit réellement ressentir, si c'est du plaisir ou de la souffrance, et par conséquent, il nous fait ressentir les deux à la fois. C'est pour cela que nous aimons tant l'interdit. Nous trouvons du plaisir dans les choses qui peuvent nous nuire. C'est exact. Pour la nature, c'est simple. Soit on a, soit on n'a pas. Mais le fait de l'avoir sous les yeux, sans pouvoir s'en emparer, provoque un effondrement du cerveau, entraînant une étrange excitation face au danger. C'est ce qui fait que, contrairement au reste des êtres vivants, les humains stockent d'énormes quantités de sensations et d'émotions dans leur inconscient, cachées parce qu'elles sont interdites. Ouf, c'est ce qui génère toutes les paraphilies. Une paraphilie est un instinct de plaisir inversé, c'est-à-dire lorsque quelque chose procure un plaisir qui n'a aucune logique pour la conscience. Il existe des paraphilies acceptées dans certaines cultures, comme le fétichisme, le plaisir procuré par les objets inanimés, et le partialisme, le plaisir procuré par des parties du corps animées autres que les organes génitaux, comme les pieds, ainsi que la gérontophilie. Le plaisir pour les personnes âgées, et la gnismolanie, le plaisir sexuel procuré par les chatouilles. D'autres qui restent dans l'ombre, à la discrétion de chacun, comme le masochisme, le plaisir de subir des agressions de toutes sortes, et le sadisme, le plaisir de provoquer ces agressions, ainsi que l'urophilie et la coprophilie, le plaisir pour l'urine et les excréments, et l'asphyxiophilie, plaisir dangereux consistant à étouffer ou à être étouffé, et d'autres encore interdits par la loi, comme la pédophilie, le plaisir pour les mineurs de moins de 14 ans, la zoophilie, le plaisir pour les animaux, la nécrophilie, le plaisir pour les morts, et le voyeurisme, le plaisir d'espionner les autres.
et parmi celles-ci, la plus subtile, l'exhibitionnisme. Ces comportements trouvent leur origine dans des sensations contradictoires au sein du cerveau, liées à des souffrances, à des traumatismes de l'enfance, à des interdits erratiques de l'entourage ou aux conditions de croissance. La répression de l'être et des sentiments peut finir par engendrer des paraphilies en raison d'une mauvaise gestion de l'énergie émotionnelle reçue et donnée. Certaines paraphilies sont classées comme telles en fonction de la morale d'un peuple, car ce qui peut être normal pour un pays ou une culture peut être un acte interdit pour un autre. Ainsi, dans certains pays africains, la tradition consistant à avoir des relations sexuelles avec des filles ou des garçons mineurs était une coutume visant à garantir leur virginité en vue de la procréation, ce qui a conduit à des mariages avec des filles, une pratique que certaines cultures considèrent comme naturelle, alors que ces mêmes cultures voient l'homosexualité comme une paraphilie ou un acte interdit. Tout dépend toujours du point de vue. Mais on devrait pouvoir parvenir à un consensus, non? Bien sûr, mais cela se produira dans une civilisation mondialisée. Aujourd'hui, nous pouvons commencer à réfléchir à ces consensus, mais juger le passé n'a pas de sens, car les contextes sont différents pour chaque groupe historique. Je comprends. Cela dit, ces plaisirs cachés relèvent tout du plaisir de l'interdit, de ce qui peut nous faire souffrir, car les réactions chimiques sont les mêmes. C'est pourquoi, à des degrés divers, tous les êtres humains tirent davantage de plaisir des histoires difficiles que des histoires faciles. C'est pour cela qu'on tombe amoureux de ce qui est compliqué, chaque individu à son niveau. Oui, ça m'arrive aussi. Quand les choses sont trop faciles, je n'arrive pas à y trouver de plaisir. Et c'est pour ça que tu cherches à les compliquer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je complique les choses. Juste pour le plaisir. Sans conflit, je ne me sens pas vivant. C'est un phénomène hormonal, car l'action se produit lorsque tu ressens ces émotions internes qui te poussent. S'il n'y a pas de contexte qui te force à produire ces hormones, alors tu n'agiras pas. C'est pourquoi nous sommes mobilisés par les histoires qui nous font souffrir, qui nous angoissent. C'est pourquoi nous nous victimisons. Se victimiser est donc un mécanisme de plaisir. C'est exact, car on a l'impression que l'énergie se concentre sur nous. Vivre dans un drame permanent génère une sensation agréable dans le corps qui le pousse à rechercher de nouvelles situations dramatiques. En se posant en victime, on reçoit de l'amour, de l'attention et parfois des critiques, mais de l'attention tout de même. Lorsque les regards et les pensées se tournent vers toi, cela procure un certain plaisir. Oui, je le reconnais, c'est quelque chose qui m'arrive. En me posant en victime, j'ai l'impression de gagner en énergie, de recevoir de l'amour. C'est très malsain. C'est simplement une réaction typique des données cachées dans l'inconscient. Comme nous l'avons dit, l'interdit, c'est ce qui est retenu, refoulé. C'est ce qui ne peut être libéré, ce qui constitue un fardeau. Combien de choses interdites vivent en toi? Beaucoup. Je ressens beaucoup de choses qui me limitent, qui m'empêchent de ressentir de l'amour. Et au lieu d'en chercher d'autres, je continue à m'efforcer de rester dans cette situation. Comment sortir de cette tendance à rechercher des situations de souffrance pour éprouver du plaisir? Écoute, si interdire signifie que l'on détient quelque chose qui dépasse notre pouvoir, tu dois d'abord comprendre ce que l'on détient. Avoir, posséder, c'est l'accumulation d'émotions que je ne me permets pas de lâcher, qui inonde le cœur d'une excitation dangereuse. Comment lâches-tu ce que tu as dans le cœur? En donnant. Et c'est ainsi que tu peux recevoir quelque chose de nouveau, donner et recevoir. Ce que tu possèdes est entre tes mains. Ce que tu retiens dans ton inconscient s'inscrit dans tes paumes. Les lignes? On pourrait dire que, culturellement, les lignes de la main sont considérées comme la lecture des archives du passé et du futur, bien qu'en réalité, ce ne soit que des enregistrements de données probables. Chaque ligne de ta main est comme un trait que les cellules laissent imprimer où l'on peut lire les informations de probabilité enregistrées dans l'inconscient. Sentiments, intentions, traumatismes, potentialités.
tout ce qui fait exister l'être en tant que tel. C'est avec tes mains que tu accomplis tout dans ta vie, que tu ressens tout. C'est par elles que tu reçois du monde et que tu donnes au monde. C'est donc en elles que tu conserves ce que tu donnes et ce que tu reçois, comme une information pour l'éternité. C'est en elles que s'enregistre tout ce qui se passe, qu'il s'agisse de douleur ou de plaisir, et qui habite ton inconscient, et c'est par elles, en agissant, que tu peux le libérer. Comment? Tes mains sont comme les feuilles d'un arbre. Regarde les feuilles des plantes et tu verras les mêmes lignes, les nervures qui s'étendent le long du limbe, nourrissant la feuille et recevant d'elle. Les feuilles sont les antennes d'une plante qui remplissent une double fonction, donner et recevoir. Elles reçoivent la lumière du soleil pour effectuer la photosynthèse, c'est-à-dire synthétiser la lumière. L'énergie solaire photonique génère une réaction chimique qui permet de transformer la matière inorganique, dioxyde de carbone, en matière organique, sucre. Cela est possible grâce à la chlorophylle, un pigment sensible présent dans les feuilles et certaines bactéries, qui leur permet de métaboliser la lumière. C'est la chlorophylle qui donne leur couleur verte aux plantes, car lorsqu'elles traitent les photons, elles les captent à une certaine longueur d'onde, autour de 500 nanomètres. La lumière captée par la plante permet de créer les glucides nécessaires à la nutrition des fruits et des graines. Pour ce faire, elle absorbe de l'eau, H2O, par les racines et du dioxyde de carbone, CO2, par les feuilles, qu'elle transforme en nourriture, le glucose, glucide en tirant l'hydrogène de l'eau et le carbone du dioxyde de carbone, tout en libérant l'oxygène restant dans l'atmosphère, qui sera utilisé par les animaux pour produire leur propre énergie, recevoir et donner. Les mains des arbres. Chaque feuille est donc une expérience, une histoire, une réalisation et une action, toutes cherchant de l'énergie dans le monde et la restituant sous une forme transcendantale. Tout ce que la plante reçoit est rendu au monde intégralement sous forme de fruits, de graines et d'oxygène. Les feuilles sont le cœur de l'arbre, et un cœur interdit ne peut ni donner ni recevoir. Les plantes trouvent le moyen de le faire en produisant des choses positives pour le monde. Elles prennent ce qui fait souffrir le monde, le soufre, le dioxyde de carbone, les rayons du soleil, et les transforment en vie, en nourriture, en oxygène. Elles prennent ce qui nous tue et le transforment en vie. C'est magnifique. Elles prennent la souffrance et la douleur et les transforment en amour et en plaisir. C'est le cœur libre, qui ne peut recevoir qu'en se donnant. Tu me demandes comment tu fais pour sortir de la souffrance, et je te réponds, tu ne peux pas sortir de la souffrance, tu ne peux pas t'en échapper, tu ne peux que la transformer. C'est là la photosynthèse de l'être. Prendre tout ce que tu retiens dans tes mains inconscientes, cachées dans la douleur et la souffrance, et en faire quelque chose d'utile pour le monde. Transformer la douleur en plaisir, transformer une histoire triste en un conte ou une chanson, transformer une émotion sombre en œuvre d'art, utiliser un traumatisme horrible comme exemple pour la guérison des autres. Le soleil qui te brûle est la matière première du fruit qui te rafraîchit. Le dioxyde de carbone qui t'étouffe est la source de l'énergie de ton action. L'eau qui te noie est l'origine de l'air que tu respires. C'est prendre ce qui me fait du mal et le transformer en plaisir, grâce à ma capacité créative. Tu auras toujours besoin de l'émotion et de la souffrance pour reconnaître que tu as quelque chose à transformer en toi. Tu ne peux pas échapper à cette sensation naturelle. Tu peux seulement la reconnaître comme source de ton action transformatrice. Les plantes ne cessent jamais de faire de la photosynthèse. Chaque jour, il y a du soleil et chaque jour, elles remplissent leur fonction. Car il n'y aurait ni fruits ni graines sans rayons, ni substances chimiques toxiques. Mais elles font quelque chose que tu t'interdis de faire. Quoi? Lâcher prise. Les feuilles
même qui accomplissent ce processus de transformation tombent une fois leur mission accomplie. L'arbre lâche prise sur ses souvenirs. Il se débarrasse de ce qui ne lui est plus utile, de ce qui ne lui apporte plus rien, sans crainte. Il lâche prise et se détache des relations, des situations, des expériences, des liens, des émotions. Il lâche prise sur son cœur flétri. Il s'autorise à se libérer de ce qu'il renferme, afin de pouvoir renaître comme neuf, dans un cycle transcendant. Laisseras-tu tomber tes feuilles? Lâcher prise, laisser aller, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Car le corps et l'âme s'habituent à souffrir pour le plaisir, se transformant en un cercle vicieux dont il est difficile de s'affranchir. Cela nous maintient prisonniers. Moi-même, j'ai du mal à lâcher prise sur les histoires inscrites dans l'expérience de mes mains. Regarde la paume de tes mains, respire les souvenirs qui s'en dégagent et tout ce qu'elles ont accompli au cours de ton existence. Reconnais que tu es capable de créer quelque chose de nouveau à partir de tout cela. Et quand tu l'auras fait, lâche prise, lâche le résultat de ton action et permets-toi de te renouveler en repartant à zéro. Ce que je comprends, c'est que tu me dis de concrétiser quelque chose sur le plan physique, qui m'aide à transformer ce qui est à l'intérieur en quelque chose de réel, puis de le lâcher, de ne plus le garder. Prends ton angoisse inconsciente, peins-la sur un tableau, puis vends-le ou offre-le. Dans tous les cas, tu auras transformé cette information en quelque chose de nouveau. Je comprends l'exemple. C'est quelque chose que tu feras toute ta vie. Ne te précipite pas pour pouvoir résoudre quelque chose qui est cyclique. Tôt ou tard, le moment viendra où tu pourras vraiment lâcher prise et créer quelque chose de nouveau grâce à un échange libre. Du fond de mon cœur, je m'autorise à créer. Je libère mon inconscient à chaque battement de cœur. Prends les pages blanches et trace les lignes en écrivant les histoires que tu dois lâcher. Dessine leur chemin et écris les vers qui te libéreront. Raconte sur les pages de ce livre existentiel l'histoire que tu dois oublier pour pouvoir te souvenir. J'écris ma vérité cachée sur les pages de ma vie. En résonance avec la vibration de ton cœur.